L'Ukraine doit-elle se préparer à recevoir moins d'aide des États-Unis avec vous? Probablement. Bien sûr. Vous aviez dit que vous mettriez fin à la guerre en 24 heures, que vous le feriez même avant votre investiture. Oui, j'essaye. Vous essayez en ce moment d'y mettre fin? Oui. Avez-vous déjà parlé au président Poutine? Non. Avez-vous parlé au président Poutine depuis votre élection? Je n'ai pas envie de dire ça. Je ne lui ai pas parlé récemment. Donc vous avez parlé au président Poutine depuis votre élection? Je n'ai pas envie d'en parler, car je n'ai pas envie de dire quelque chose qui pourrait perturber les négociations. Très bien. Moment incroyable, hein. Il dit j'essaie, c'est pas du tout le langage habituellement de Trump, il dit je vais y être, il dit j'essaie, il y a une modestie, une affectation de modestie, et il dit bien j'ai pas envie de parler de ça. Sous-entendu, c'est pas son style non plus. En clair, ça veut dire, il lui a certainement parlé, mais il sait que c'est tabou. C'est tabou tant qu'il n'est pas aux affaires. Non, mais on voit quand même un autre. Cette fois-ci, on voit vraiment un autre ton. On voit même qu'il prépare des choses, alors qu'on se souvient en 2016 à certaines, à la fois du département d'État, mais aussi de CIA, qui disaient ils s'en foutent de toutes ces informations-là. Il a préparé, il a envoyé le remplacement de Jake Sullivan pour prendre des informations. Il s'est donné rendez-vous avec Biden. Là, c'est beaucoup plus mesuré, c'est beaucoup plus préparé, c'est beaucoup plus professionnel. Bon, il y a encore des guerres assez importantes, donc peut-être c'est pour cette raison-là, mais c'est quand même plus rassurant. Mais regardez le vocabulaire d'Elisabeth Shepard-Sellam. Je rappelle, vous ne vouliez surtout pas voter pour lui. Et là, attendez, les épithètes que vous avez utilisées, c'est quoi? Professionnel, préparé, rassurant. Responsable. Et responsable. Alors, je ne sais pas pour responsable, mais c'est beaucoup plus préparé. C'est très bien. Après, on peut se poser des questions de ce qu'il va faire en interne et ce qu'il va faire à l'étranger. Il a quand même eu des réussites à l'étranger pendant son premier mandat, je trouve. Maintenant, à voir si... Notamment au Moyen-Orient. Oui, surtout au Moyen-Orient, les accords d'Abraham, c'est quand même considéré comme une réussite. Maintenant, au niveau interne, on verra ce qu'il fait avec les droits des femmes et ainsi de suite. Mais bon, pour la politique internationale, aujourd'hui, c'est rassurant. Colin Goya. Rassurant, je ne sais pas si c'est le mot qui vient tout de suite, normalement, mais en tout cas, oui, non, mais c'est effectivement, on sent que c'est quand même un peu plus pensé. On n'est plus dans la campagne électorale, là, on est quand même déjà aux affaires, quoi. Donc, on passe un peu aux choses sérieuses d'une certaine façon. Je rappelle que, pour l'instant, il n'est pas président des États-Unis, donc il n'a pas le droit, en tant qu'individu, citoyen, lambda, de représenter les États-Unis, notamment dans les négociations internationales. C'est pas possible. Enfin, tout le monde l'y pousse, puisque justement, nous, le président Macron l'a invité à profiter de tout ça pour faire un coup diplomatique. Donc, mais c'est Biden qui a le bouton jusqu'au 20 janvier. Voilà, ils se sont vus, ils discutent. Je pense que s'il a accepté, probablement, il y a quand même eu des discussions avec Biden au préalable. Je ne pense pas que c'est quelque chose... Quand je dis rassurant, il est tellement capable du pire et du irréfléchi que c'est rassurant de le voir un peu faire des choses réfléchies. Chaque millimètre gagné dans son bureau est important pour toutes les puissances. On voit à quel point il est courtisé, mais enfin, quand même, pour les Ukrainiens, ce qu'il a dit là ce soir, c'est pas très rassurant. Quand il dit je vais baisser l'aide, oui, probablement... Bien sûr. Bien sûr, à la fin. Oui, il dit bien sûr. Bien sûr. Non, mais surtout après avoir rencontré moins de 24 heures plus tôt Volodymyr Zelensky, dont on peut penser que durant les 45 minutes de rencontre avec Emmanuel Macron, qui soutient en plus tellement la cause de l'Ukraine, qui donc a dû venir à l'appui de toutes les déclarations de Volodymyr Zelensky à Donald Trump. Et on imagine bien ce qu'il a pu dire, Volodymyr Zelensky, évidemment, demander de continuer à le soutenir, de ne pas baisser les bras vis-à-vis de la Russie, etc. etc. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on voyait qu'il faisait un peu la tête, quand même, hier, Donald Trump. C'est le décalage. Oui, c'est ça, oui. Mais donc, sa déclaration d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est quand même particulièrement violente, alors qu'on pouvait imaginer qu'après avoir parlé avec Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, peut-être qu'il aurait un peu plus modéré ses visions, en tout cas, ses déclarations, et ce n'est pas du tout le cas. Votre regard sur cette image, c'est une de celles qui ont été le plus partagées, c'était à Notre-Dame. C'est Elon Musk qui passe devant les anciens présidents de la République, anciens Premier ministres ou Premier ministre démissionnaires. Et on peut la lire de plusieurs manières. Évidemment, Trump, ils voyagent maintenant toujours ensemble. J'aimerais votre avis là-dessus. Ce Trump et Musk qui viennent là, en Europe quand même, ils font le voyage, ils viennent pour Notre-Dame. Est-ce que c'est une forme c'est les maîtres qui arrivent là pour dicter leurs conditions à tout le monde, c'est ce qu'on vient de voir, ou est-ce que c'est aussi et en même temps quand même la vieille Europe qui reste
une fascination, un attrait. La grande histoire européenne, ça compte toujours encore, malgré tout. Commencez par Paris. Ça compte. J'ai lu le chiffre de 66 000 donateurs américains pour reconstruire Notre-Dame. Ouais. Ça reste une histoire. On sait que Elon Musk aime l'histoire, notamment de l'Empire romain. Ouais. C'est quelque chose, c'est un symbole de la civilisation, c'est un symbole de la civilisation aussi chrétienne, et comme Donald Trump s'érige en défenseur de cette civilisation très traditionnelle, avec tous ces prêtres évangéliques qui lui ont béni sur scène, on peut imaginer aussi que c'est important pour eux aussi. Mais Jill Biden est venue avec sa fille. Oui. Et lui, il vient avec Elon Musk. C'est curieux. Qu'est-ce que ça envoie comme message? C'est quoi? C'est le ministre de la transformation administrative? C'est son cousin d'adoption? Il a du travail en France. Il a du travail en France. Il aurait des conseils à donner. C'est l'image du pardon, on a tellement dit qu'il se détourne de l'Europe, il regarde le Pacifique, etc. Non, visiblement, et Musk et Poutine considèrent que l'Europe, ça reste quelque chose. Je ne suis pas sûre, ça. Mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que Elon Musk adore les fastes, le genre d'événements comme l'inauguration, la réinauguration de Notre-Dame, et que ça a quand même beaucoup joué. C'était un événement mondial. Il le savait parfaitement. Il voulait en être. Mais pour l'instant, c'est Joe Biden qui est aux affaires. Écoutez-le ce soir quand il se félicite de l'événement, et on va en voir les nouveaux développements encore dans quelques minutes, de la chute de ce qu'il appelle le régime atroce de Bachar el-Assad. C'est ici un acte de justice. C'est une opportunité incroyable, historique à saisir pour le peuple syrien, pour bâtir un avenir meilleur pour leur fier pays. C'est également un moment de risque et d'incertitude. Nous attendons de voir ce qui va se produire. Et les États-Unis vont travailler avec nos partenaires et les différentes parties prenantes en Syrie pour les aider à saisir cette opportunité, pour gérer les risques.